Donc, présentation de qui je suis. Ok, ça marche. Je me présente. Bonjour, mon nom est Alain Lamontagne. Je suis montréalais, je suis né au Québec. Je suis artiste professionnel depuis 41 ans. J'ai commencé le 18 mars 1976 et je suis harmoniciste, podorythmiste et conteur. Donc Loïc Pujol. J'habite à Brest, je raconte des histoires et j'essaye de ne rien faire, enfin de ne faire rien plus exactement depuis quelques années. Ce qui n'est pas ne rien faire, faire rien, c'est faire beaucoup de choses. Et c'est un petit peu, pour moi en tout cas, une épreuve que de ne faire rien. Même si dans ce rien, finalement, il y a énormément de choses. Mais ça veut dire pour moi être dans l'essence même de l'activité de conteur, de conter des récits. Alors, je m'appelle Gigi Bigot. Je suis conteuse depuis officiellement 1992, c'est-à-dire qu'à cette date, j'en ai vraiment fait mon métier. Mais disons que j'ai commencé à conter en tant qu'amateur en 85-86. Ça fait donc un paquet de temps, puisque nous sommes en 2017 et que j'ai officiellement cessé mes tournées de spectacle en fin 2011. Voilà. Abdon Fortuné Kumba, CAF. Comédien, conteur, metteur en scène, directeur artistique du Festival international RIAPL, les rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage à Dolisie au Congo-Brazzaville, festival partenaire avec le Festival du Conte de Baden. Bonjour, je m'appelle Chloé Gabrielli, je suis conteuse, je vis en Ardèche, mais j'ai beaucoup voyagé dans pas mal de pays et j'aime raconter des histoires de tous les pays. J'aime raconter aussi des nouvelles. Pour moi, ce qui est important, c'est de raconter des choses qui ont un thème très fort. Et puis, pas mal sur la féminité, la place de la femme dans le conte. J'aime faire rire, mais j'aime aussi faire trembler. Alors, mes contes touchent à tous les thèmes. Mais pourvu qu'ils soient forts et qu'ils vous entraînent et qu'ils vous émeuvent. Voilà ce que je cherche dans mon métier de conteuse. Et la deuxième chose qui m'importe, c'est de continuer à transmettre encore et encore le patrimoine mondial des contes, et de continuer à laisser vivre ces histoires-là qui nous sont parvenues depuis des siècles, de continuer à les transmettre. Alors je suis aussi auteure de livres. Là, j'écris des histoires, mais celles-là, je ne les raconte pas. Je raconte les histoires du patrimoine. Bonjour, je m'appelle Adjali Hossine, je suis musicien, j'habite à Auray. Et ça fait 15 ans que j'habite à Auray, je suis né dans la banlieue parisienne. Et mes parents sont arrivés d'Algérie pendant la guerre, de Kabylie, des montagnes kabyles. Mon père était berger des montagnes, il jouait de la flûte. Ma mère était une maman kabyle, potière, peintre, cuisinière, chanteuse, percussionniste, chanteuse de fenêtre, comme je dis dans mon spectacle. Et puis voilà. Bonjour, je suis à l'état civil Quadio Afoué Florence, mais dans le domaine artistique, c'est tout simplement Floppy Mendoza. Ne pensez pas que Mendoza, c'est brésilienne, c'est italienne, c'est tout simplement mentalité douce et sage. Et je suis artiste conteuse et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis Anima Keltia, Mélanie Brugnot. Je suis une harpiste celtique, mais spécialisée aussi en musique médiévale et renaissance. Et puis en fait en musique un peu de tout le monde, parce que la musique finalement c'est un voyage, ça fait découvrir les pays.
Et donc, j'aime bien voyager et faire découvrir moi-même de nouvelles cultures, de nouveaux sons, de nouveaux parfums et de nouveaux battements d'ailes. En fait, c'est toujours très dur pour moi de me présenter parce qu'il y a beaucoup de Cindy à l'intérieur de moi. Donc je pense que je vais... Et même plusieurs conteuses différentes finalement à l'intérieur de moi. Donc peut-être que je pourrais commencer par dire que je suis une schizophrène assumée. Et que le conte est sans doute mon plus grand maître dans la vie. Et que je me considère... Je ne sais pas si le mot conteuse c'est juste, ce serait plutôt... un vecteur de parole, je sais pas. C'est comme si les contes me traversaient quand je raconte. Et que je suis une grotte qui accueille la parole et qui la laisse revenir vers les gens. Voilà. Je suis Frédérique Soulard, je suis conteuse depuis une trentaine d'années. Ça m'est arrivé après avoir fait une école de théâtre. J'ai fait un stage de conte avec Micheline Denoc d'un week-end et j'ai dit je vais faire conteuse. Avant d'être conteuse, j'avais travaillé dans une herboristerie avec ma grand-mère pendant une dizaine d'années et encore avant, j'avais fait de l'animation enfant. Je m'appelle Mapi, Marie-Pierre Caburet, je suis conteuse. Je viens du Doubs. J'adore quand on me dit vous venez d'où parce que je peux répondre je viens du Doubs, du pays de Montbéliard précisément. J'ai créé une compagnie qui s'appelle À la lueur des contes et voilà ce que je peux dire à peu près pour me présenter. Bonjour, donc Michel Corrignon, donc je suis conteur depuis 25 ans, conteur professionnel depuis 25 ans à peu près et comme on dit directeur artistique du Festival de Baden depuis le début en 97 jusqu'à cette année qui est ma dernière année en 2017, donc c'était ma 21e programmation. Voilà, donc ce sont des semaines très denses, très riches où on n'arrête pas de courir d'un endroit à l'autre, mais aussi une semaine très heureuse de voir les conteurs que je connais, tous ceux que j'invite, je les connais bien sûr, de les rencontrer, de causer, de voir que le public apprécie et qu'il y a un public cette année très nombreux, peut-être plus nombreux que d'habitude, et toujours, comme d'habitude, un public chaleureux sur Baden. Ouais. Eh bien, je m'appelle Monique Repecco, je suis conteuse. Je vis en Bretagne depuis de très longues années, mais je ne suis pas bretonne. Je raconte de façon professionnelle, c'est mon métier, depuis environ une vingtaine d'années, même peut-être un peu plus maintenant. Voilà, depuis le temps que je navigue, que je marche dans la forêt des contes, comme on dit, je me suis peut-être un peu fait une spécialité dans le domaine du conte philosophique. C'est en tout cas les histoires qui m'inspirent le plus et sur lesquelles j'ai souvent envie de travailler. Eh bien, on m'appelle Pierrot des Roulottes. Voilà, je suis comédien ambulant, nomade, et eh bien, je voyage tout le temps sur la route avec ma petite famille qui s'est agrandie au fil du temps et puis qui a grandi à tel point que les oiseaux se sont envolés et que maintenant on est deux à continuer la route avec Agnès et puis nos roulottes et nos chevaux. Voilà, on va de bourg en bourg, on installe notre petit théâtre sur les places des villages et on donne des spectacles de théâtre, de musique, d'histoire, de tout ce qu'on veut. Voilà.
Marguerite, elle est en train de lire, elle fait les études. Elle va pas devenir une voyou comme toi. Assopaniraï. Ce qui m'a mené à être raconteur d'histoire. Alors donc le chemin qui m'a amené jusqu'au Festival du Conte. Un jour, en gros, j'accompagne en tant que musicien une conteuse. Et on est allé jouer à Montbéliard au Festival du Conte mondial, au Festival mondial du conte. C'est un chemin, en fait, j'ai suivi les nomades. Quand j'étais tout petit, j'étais un peu fasciné par les manouches, puisqu'il y en avait pas mal dans ma région, je viens de l'Est. Et là, on arrivait avec... moi, je suis arrivé avec mes instruments de musique et j'ai vu un Togolais, Jorus, qui arrivait avec une chemise en disant « Bonjour tout le monde !» Un nouveau conteur est arrivé. Il était avec sa petite chemise et une valise. Et il s'est installé à côté de moi. Et je lui dis « Mais c'est ton matos de travail, ta valise? T'as rien à décharger d'autre ?» Il me fait « Bah non, moi j'ai la parole et le cœur et de la mémoire à transmettre. » Et j'ai toujours été fasciné par cette vie. Et donc j'ai décidé, quand j'étais enfant, plutôt que d'être cosmonaute, d'habiter dans une roulotte avec un cheval. Je fais d'accord, bon, moi je veux devenir conteur parce que je suis musicien, je tourne avec aussi un groupe de 5 musiciens, batterie, basse, on décharge l'ampli, on fait la balance toute l'après-midi, etc. Une fois que le concert est fini, on recharge et puis on redécharge tout ça à la maison. Et je me suis dit, conteur, c'est super, je pense que j'ai les compétences pour raconter des histoires. Et je rêve de voyager avec ma petite valise et ma chemise à fleurs jaunes. Toute ma vie, eh bien, j'ai poursuivi ce rêve-là. Et finalement, du coup, j'ai eu une roulotte, un cheval, et puis 2 roulottes, 2 chevaux, puis 3 roulottes, 3 chevaux. Et puis petit à petit, voilà, chemin faisant, je suis devenu comédien ambulant et chemin faisant, je suis arrivé à Baden. Les voies du Seigneur sont impénétrables. J'étais saoule un soir, très très saoule, et j'ai dit à des amis, je vais raconter des histoires. Voilà. Et je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais 2 semaines pour me préparer pour un événement. J'avais jamais entendu d'histoire de ma vie. Étant née en 1950, je n'ai jamais entendu de contes, parce que la tradition orale était terminée en France, depuis 14-18 et là 39-45 terminé. Je ne savais pas que les conteurs existaient. Et quand il y a eu le renouveau du conte en France, c'est donc à partir des 85-86, il s'est trouvé que j'étais enseignante avec des enfants autistes et psychotiques et l'équipe m'a demandé de m'occuper d'un atelier de contes avec ces enfants. Et ces 2 semaines-là ont été les plus belles semaines, je pense, de toute ma vie, parce que je me suis retrouvée cet enfant dans la caverne d'Ali Baba. Je lisais des contes, je mangeais des contes, et à chaque fois que je mangeais un conte, le monde devenait plus grand. Je me suis mise à piocher dans tous les livres que je pouvais trouver, les contes africains, les contes amérindiens, les contes bretons, puisque je suis bretonne, et j'ai trouvé des trésors. Donc ça a été vraiment un état d'amour absolu, ce qui s'est passé. Et la première fois où j'ai raconté aux enfants des histoires, je me suis promis pendant que je racontais de consacrer ma vie à ça. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et pendant 1 an, j'ai raconté des histoires chez les gens, sans croiser le milieu culturel et artistique. Donc j'ai cru que j'avais inventé un métier. Et donc j'étais la meilleure au monde aussi. C'était très chouette ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, d'abord avec les enfants autistes et psychotiques, mais ensuite j'ai tellement aimé conter que je suis allée à l'école de ma fille, elle avait 6-7 ans à l'époque. J'habite une petite ville à Redon, on m'a demandé de venir conter à la bibliothèque le mercredi. Et puis au bout d'1 an, j'ai vu dans le journal le balade conter avec une autre conteuse, j'ai été l'écouter. Et je lui ai dit, tu sais, moi aussi je suis conteuse. Alors elle m'a dit, ah bon, tu as été formée par qui? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de conteurs dans le monde. Et j'ai commencé à aller écouter les autres conteurs, les voix qui venaient de partout dans le monde. Et ça a été une belle ouverture encore. Et puis après, voilà, c'est un long chemin qui demande beaucoup de sacrifices, de dons. Et on reçoit énormément aussi. Et voilà.
Et puis, j'ai rencontré mon mari en 86, qui était comédien, mais qui devenait conteur. Du coup, j'ai été aux premières loges pour voir le début des festivals en France, et je dis souvent que je suis devenue conteuse par gourmandise, c'est vrai. Alors moi, je ne suis pas tombée dans le chaudron de contes dès l'enfance. C'était pas du tout quelque chose de traditionnel, ni dans ma famille, et encore moins dans le pays où je suis née, qui est la Franche-Comté, et qui est rentré dans le monde moderne depuis très longtemps, et la littérature orale et le fait de se raconter des histoires, c'était quelque chose qui était oublié depuis pas mal de temps. J'ai eu la chance d'avoir eu une mère que j'ai tant aimée, qui m'a fait grandir avec ses berceuses, mais que j'ai perdu beaucoup plus tôt, à 9 ans. Et j'ai eu un père qui, pour nous faire oublier presque le décès de notre mère, nous racontait des histoires tous les soirs, et cela pendant 1 an. Je suis arrivée en Bretagne et le hasard a fait, le hasard fait parfois bien les choses, le hasard a fait que je me suis retrouvée avec des collègues de travail qui, elles, faisaient partie d'une association de conteurs amateurs. Et mes enfants commençaient à grandir, et donc j'étais plus toujours obligée d'être avec eux en permanence. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas participer à cette association de conteurs amateurs. Après, je ne savais pas que je pouvais en faire un métier de toute façon en ce temps-là. Et même jusqu'aujourd'hui, le conte dans mon pays n'est pas considéré comme un métier. J'avais par le passé eu connaissance du conte et de ce que ça pouvait apporter pour le public à travers des lectures comme le livre de Bettelheim. J'avais aussi fait une petite formation d'animateur de colonies de vacances sur le thème du conte, donc ça m'avait un peu sensibilisée. Et donc voilà, X années après, je me retrouve avec des collègues qui font partie d'une association de conteurs amateurs. Et je suis allée pointer mon nez dans cette association-là. Et petit à petit, le virus m'a prise. Et puis, on est monté avec l'association au festival Paroles d'hiver à Dinan en 1993 ou 14, quelque chose comme ça. Et j'ai été lauréate du concours. Et là, c'était un concours de conteurs amateurs. Et là, ça a été un petit peu un élément déclencheur. Je me suis dit, eh ben, peut-être que tu peux commencer à travailler. Parce que j'y allais un peu en dilettante. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'approfondir. Après, j'ai rencontré des gens qui faisaient du théâtre. Et donc, j'ai appris à faire du théâtre. Et les contes me sont revenus. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je pense que j'ai toujours pensé au fil des temps que tant que l'humain vivra, la parole survivra. Et l'humain a toujours envie de raconter des histoires. Et pour moi, j'aime parler de partage de parole. À partir de ce moment-là, j'ai pendant un petit temps continué les stages avec des conteurs. Je dois dire qu'au bout d'un moment, je me suis un petit peu ennuyée. Et donc, la vie m'a fait rencontrer des gens qui sont dans les arts du spectacle vivant. Et j'ai fait des stages dans le domaine des arts de la scène plus généralement, plus précisément dans le théâtre. J'ai jamais fait de théâtre à proprement parler, mais je me suis allée me frotter à ces techniques-là lors de stages. Comme dit le proverbe chez nous, c'est celui qui vient d'ailleurs qui vous apporte ce que vous ne savez pas. Et tant qu'on met l'humain au centre de tout ce qu'on fait, on a envie de partager le peu qu'on a et d'apprendre auprès des autres, car la vie est une grande école et tous les jours on apprend. Et puis voilà, et puis je me suis mise à raconter, et puis j'ai accepté les critiques parce qu'il y en avait bien besoin. Et petit à petit, j'ai trouvé mon style, on va dire, ma façon de raconter, même si chaque fois le travail est à remettre sur le métier, mais voilà, petit à petit, les choses sont venues comme ça. Qu'est-ce qui m'a emmenée sur le chemin des contes ? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de conter? C'est toujours une question qu'on me pose souvent. Ça, c'est une longue histoire.
C'est une question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre parce que c'était une vieille envie tapis quelque part. Et puis j'ai fait d'autres métiers avant. Le dernier avant de compter, j'étais maraîcher, horticulteur. Et puis j'ai arrêté mon travail. Donc j'ai choisi d'essayer à ce moment-là, donc il y a à peu près 25 ans maintenant, de me lancer dans le conte. Parce que c'était quelque chose que je connaissais depuis tout petit, les contes de Perrault, comme tout le monde. Je pense que le long de mon chemin de vie, il y a eu beaucoup d'indices. Mais c'est simplement en me retournant maintenant, je peux dire « Ah oui, il y a eu ça, et il y a eu ça, et il y a eu ça, et il y a eu ça qui m'ont amené là. » Et j'avais envie de partager ces contes. Et depuis que je suis lancé là-dedans, c'est un petit peu comme Obélix dans sa marmite. Quand tu tombes une fois dans la marmite des contes, après c'est très très dur d'en sortir et tu t'aperçois que le conte, c'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement des histoires pour rire, mais c'est aussi des histoires qui aident à réfléchir, à grandir. Voilà. Les contes rassemblent profondément tout ce que j'aime, tout ce qui est important pour moi. Et en bonus, ils m'ont ramené la musique. Parce que quand j'étais petite, j'ai joué d'un instrument de musique et voilà, et je ne me définis pas comme musicienne, mais j'aime la musique. Et du coup, comme je compte beaucoup avec des musiciens, en plus du bonheur des contes, il y a eu le bonheur de la musique et de compter en musique. Frère Toulin, des hippies, ils se ressemblaient tellement qu'on disait d'eux, tout l'un ou tout l'autre. Alors on continue de frapper jusqu'au 6e étage. Bah là, c'est chez moi. C'est chez moi. Sous le placard, il y a 25 kilos de semoule. Au-dessus de l'évier suspendu, il y a des piments rouges en train de sécher. Et quand on ouvre la porte du frigo, il y a une tête de mouton. C'est le bled, mais c'est pas le bled. C'est ce que moi j'appelle l'annexe du bled. Mon père jouait de l'harmonica, donc à 7 ans, j'ai eu mon premier harmonica. Donc de 7 ans à 13 ans, je considérais cet instrument comme un instrument à bave. À 13 ans, j'ai découvert son instrument avant. Et plus tard, j'ai fait du théâtre, j'ai suivi un atelier de recherche sur le travail de l'acteur, technique Grotowski. Je suis arrivée en fait à la musique et à l'art celtique un peu grâce à mes parents et surtout grâce à mes grands-parents. À mon grand-père qui n'est plus là depuis 1 an et demi. Et à ma grand-mère parce que quand j'étais petite, quand j'avais en fait 6 ans, ils m'ont emmenée dans une église et là il y avait une harpiste qui jouait. Et ils m'ont raconté que plus la harpiste jouait, plus le concert allait en avant, plus moi je me rapprochais même physiquement de l'harpiste et que j'ai fini par voir le concert au pied de la harpe. La musique donnait de l'énergie aux gens. Lorsque je faisais mes spectacles, la musique donnait beaucoup d'énergie aux gens, mais il me manquait quelque chose. Et c'est alors que les mots, les histoires sont arrivées. Et depuis ce jour-là, j'ai demandé à mes parents de m'acheter une harpe. Vous savez comment sont les enfants, hein? Tu m'achètes une harpe, je veux faire de l'harpe, je veux faire de l'harpe. Bon, au départ, il n'y avait pas de prof, et donc voilà, donc j'ai fini par faire du piano, mais ça m'allait pas trop. Je voulais vraiment faire de l'harpe, je sentais dans moi que c'était ça, que c'était cet instrument-là qui m'avait dévoilé un autre monde, le monde des fées, le monde, le Tirnanog en fait. Et donc je voulais arriver là. Donc la façon que j'aime communiquer aux gens depuis tout temps, depuis longtemps en tout cas, c'est que pour moi les mots vont à l'esprit, à l'imaginaire. La musique va à l'âme et le rythme va au corps. Et c'est de cette façon que j'aime communiquer, transmettre ce que j'ai à transmettre. Et donc finalement, mes parents, quand j'ai eu 9 ans, ils m'ont inscrite à un cours de harpe. Et donc j'ai pu petit à petit jouer et créer aussi mon monde. Parce que quand on découvre la musique, on découvre aussi l'histoire, on découvre les récits, on découvre tout un univers. Eh bien, il faut dire que c'est vrai que j'aime les arts, j'aime le théâtre, j'aime la danse. J'ai fait une formation de théâtre et de danse. Mais en tant que conteuse, j'y pensais pas vraiment. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on raconte des histoires, sur la scène, il y a le conteur et il y a l'assistance. Et donc, moi, je faisais toujours partie de l'assistance depuis pratiquement 2001. J'ai
eu la chance, je dirais, de faire un travail sur l'interprétation des rêves quand j'avais 20 ans, avec un psychanalyste jungien, enfin un psychologue. Et ce travail a duré pendant des années. J'ai rêvé les contes avant même de les découvrir, enfin, ou peut-être que je les avais lus il y a très longtemps et que c'est revenu, mais voilà, pour moi ça a été une plongée dans le monde des symboles, dans le monde onirique. Et en 2006, le groupe devait partir à une compétition au sein de la Côte d'Ivoire, un festival qui a été organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Et donc la conteuse titulaire, elle venait à peine d'accoucher et elle ne pouvait pas effectuer le déplacement avec son bébé. Et le responsable, M. Amani Conan-Pepin, que je salue au passage, il a eu confiance en moi et il m'a dit non, que tu peux remplacer la conteuse. Lorsque je te vois, je sais que tu as quelque chose, tu as du talent et donc nous allons travailler ensemble. Au départ, il faut dire que j'ai un peu hésité, je n'avais pas tellement confiance parce que faire le conte, tout le monde te regarde, il faut apprendre le texte. Tout. Et j'ai dit, ok, on peut y aller. Nous sommes allés à la compétition, j'ai eu le premier prix en conte. Les années qui ont suivi, 2007-2008, c'était pratiquement la même chose et j'ai continué et j'ai remporté aussi des prix en conte. Cette rencontre avec l'image générait une sorte de bien-être, quelque chose de profondément ressourçant, autant pour celui qui raconte que pour celui qui écoute. Après, j'ai dû stopper, j'ai arrêté la scène, le temps de moi aussi donner naissance à un garçon. Et en 2012, je me suis dit, bon, il fallait reprendre. C'est ce travail de l'image, de cette rêverie libre, proche de celle du grand rêve, qui a fait que je me suis lancé effectivement dans ce métier de raconter les récits. Et à partir de octobre 2012, j'ai rencontré le célèbre conteur ivoirien Adama Adepodjou, taxi-conteur. J'ai suivi une formation de 3 jours avec lui. Et après cela, j'ai commencé à travailler parce qu'il avait fait une audition et j'ai été sélectionnée. Et on a travaillé ensemble et à partir de lui, j'ai vraiment eu l'envie de faire du conte mon métier. Et le travail, le courage, la persévérance, ce sont ces éléments-là qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis en France pour ma première tournée européenne. Voilà un peu. Alors même si je suis blanche, je suis comme les griots africains. C'est-à-dire que moi, je suis devenue conteuse parce que ma mère était conteuse. Ma mère est Agnès Chavanon, qui est une des premières conteuses de France, qui a commencé il y a environ 35 ans, et avec Bruno de la Salle. Et elle m'a élevée depuis que je suis toute petite. Elle a raconté des histoires, elle m'a emmenée partout, sur tous les festivals. Donc je connais tous les grands conteurs qui travaillent en France et ailleurs. Et puis petit à petit, je me suis formée. J'ai écouté des histoires. Et quand il a été temps pour moi d'être grande et de choisir le métier que je voulais faire, j'ai fait des études pour être avocate. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que j'étais là au fond de moi. J'ai l'impression que nos vies nous échappent un peu. Et j'aurais jamais imaginé faire conteuse quand j'étais plus jeune. Je voulais faire pianiste ou cosmonaute. Finalement, je me retrouve conteuse, mais je me rappelle, mon premier petit ami m'avait offert un bouquin de poèmes et un bouquin de contes. Et bien des années plus tard, dans ma vie, je me suis retrouvée à faire conteuse. Et un matin, mais c'est vrai ça, un matin, j'ai dit, mais en fait, ce que je veux faire, c'est conteuse. Mais ce qui a déclenché mon entrée, non pas en conte, mais dans le milieu du spectacle, c'est que j'ai passé 6 mois sur l'archipel des Glénans, que j'ai découvert que ça m'allait bien de m'occuper de groupes de gens. Donc du coup, je me suis mise à faire après de la mise en scène. Et j'ai rencontré Anne Sylvestre, que je chantais beaucoup à l'époque. Et le fait de l'arrivée de ce monde magique, parce que c'était un monde magique, elle existait que dans un monde magique, dans mon quotidien, de rencontrer une personne comme ça et de pouvoir la côtoyer, ça a fait que moi aussi, je suis rentrée dans le monde magique à mon tour et je me suis lancée pour faire une école de théâtre. Alors je suis allée voir ma mère et je lui ai dit ça. Elle a été très surprise.
Et elle m'a dit, bien écoute, vas-y, si dans 1 an tu n'en as pas assez, eh bien tu seras conteuse. Alors j'ai travaillé, j'ai écrit des spectacles, je les ai joués. Et puis au bout d'1 an, eh bien j'ai su que c'était vraiment ça que je voulais faire, j'étais faite pour ça. Et comme depuis toujours aussi j'écrivais, alors c'était assez facile pour moi. Donc c'est comme ça que je suis devenue conteuse. Donc comme nombre de conteurs, je me suis intéressée d'abord aux contes et puis après à des légendes et puis après à des grands mythes. Donc je me suis passionnée plus particulièrement pour la mythologie grecque après avoir étudié la légende arthurienne, les 1001 nuits, Tristan et Iseult, avoir travaillé des contes à thème autour de la parole, autour de la nourriture. Et enfin est arrivé ce spectacle qui est un petit peu le projet de ma vie, puisque ça réunit mes différents métiers, animatrice, herboriste, conteuse. Et je fais une sortie contée qui s'appelle Belle de bitume, où à la fois je raconte des contes, à la fois je suis en relation avec le public, c'est-à-dire que je sors de ma position de conteuse pour être plus en position d'animatrice ou de simili-botaniste. Et je parle des plantes et j'invite le public à écrire le nom des plantes sur le sol. Le séquoia géant fait 100 mètres, il pèse, je dirais direct, 1250 tonnes. Je donne des leçons de botanique mimée, c'est-à-dire j'allège la vie des gens, je rends la botanique ludique, joyeuse, légère et animée. Et j'ai envie de donner envie aux gens d'être curieux s'agissant du végétal, de s'interroger sur les plantes et sur les arbres et sur les noms que nous leur donnons et que nos ancêtres ont donnés aux plantes qui sont des noms poétiques et magiques. Nombril de Vénus, ruine de Rome, bourse à Pasteur, voilà. On s'y retrouve dans ces plantes parce que c'est un univers immense et fantastique, même si on est en train de le détruire. On est un paquet, il n'y a pas beaucoup de plantes parce qu'il a fait chaud, donc on évitera de les arracher, donc on se mangera. On pourra se prendre une petite fleur de temps en temps. Donc là, moi, c'est vrai que pendant le festival, je ne fais pas de spectacle, du moins pas cette année, ça m'est arrivé quelques fois. Autrement, moi, je travaille surtout des contes traditionnels parce que je pense que l'essence du conte est là et un conte, c'est jamais anodin. Donc, je préfère travailler des contes traditionnels et aussi, petit à petit, j'ai commencé à collecter des récits de vie dans le village où je suis né, ici sur la côte du golfe du Morbihan, auprès des ostréiculteurs, des gens qui ont vécu à la fois de la terre et de la mer, paysans, marins, ostréiculteurs, paysans, etc. Donc mes spectacles sont là-dessus, soit sur des thèmes, ou soit simplement ce que j'appelle des contes dans le sac, c'est-à-dire des contes qui me parlent et qui parlent aux gens, habituellement, du moins j'espère. Alors, les contes en sac, c'est un répertoire donc, de petite enfance que des amis m'ont demandé, qui me programmaient souvent. Enfin bon, voilà, j'ai mis du temps un peu à m'y mettre. Et puis, ça me faisait peur, quoi, en fait, de raconter à des tout petits. Enfin, il y avait des choses qui m'échappaient trop. Bon, je suis lancé. Alors, le sac, un peu comme un ventre, un peu comme une caverne, un peu comme l'intérieur d'une tente, d'une cabane. Et dans le sac, on sort des choses, on rentre dedans. Il y a un côté, voilà, un peu, qui pour moi, un peu c'est le conte, ça. Voilà. Pour moi, c'est le conte, ça, ce truc d'intériorité, d'anti-spectacle, quelque part. Le spectacle est à l'intérieur et au-dedans. Voilà. Cric! Jean de la lune, Jean de la lune,
c'est ça que j'avais envie de partager en fait avec les petits dans cet échange émotionnel, voix, langage, peu importe un peu les récits qu'on raconte, quoi. Voilà. C'est l'échange qui est sans filtre, complètement pur et désintéressé, quoi. Eh bien, ce soir, je vais présenter à Séné un spectacle qui s'intitule Contes en musique. Donc, ça va commencer naturellement avec de la musique, de l'harmonica. Et puis, ce soir, je vais raconter Les Beaux Mugnes. C'est une adaptation d'un conte de Jean Giono, qui est l'histoire poétique de l'harmonica. Plus tard, on s'en va dans l'histoire historique de l'harmonica. Un petit peu plus tard, là, on va aller avec l'âge de raison qui va expliquer le pourquoi. Comment se fait-il que je tape du pied, que je fais de la podorythmie? Et après ça, on va s'en aller vers une initiation à la podorythmie. Tout ça va être entrecoupé de musique. Et voilà, moi, j'attends plus que le public. Il a dit, qu'est-ce que tu vois sur la vache? Là, j'ai compris pour peut-être la grosse vache, mais je n'ai que pas la vache. Alors, je vous souhaite tous de vivre jusqu'à 120 km. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci pour votre présence, votre écoute. Toujours des petits trous, y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on le mettra dans un grand trou. Les gens n'entrent plus dans les trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Alors donc, mercredi soir, à Baden City, j'aurai le plaisir de présenter un spectacle sous la yourte de la compagnie qui s'intitule Le Jukebox Vivant. C'est un spectacle d'histoire courte, poèmes et orgue de barbarie. Voilà en gros ce que je peux en dire. Disons que les morceaux musicaux à l'orgue de barbarie sont taillés finement dans le carton perforé et je vais les servir tartiner de ci, de là de quelques poèmes ou petites histoires que j'affectionne particulièrement. Donc ce que j'ai fait à Baden, ça s'appelle le manger pour cœur. Ça vient de l'île de la Réunion. C'est comme ça qu'à l'île de la Réunion, c'est comme ça que les Réunionnais appellent le conte dans la tradition orale. Le manger pour cœur. Ça m'a tellement plu comme expression que je l'ai gardé pour dénommer ce que je fais aujourd'hui, ma soirée, dans laquelle il y a ma conférence. J'aime pas trop le mot conférence, mais disons que j'explique qu'est-ce que c'est que la parole symbolique, où est-ce qu'elle se niche dans notre quotidien et comment est-ce que, en tant qu'humain, on en a absolument besoin, on ne peut pas s'en passer. Les paroles que nous partageons socialement sont plutôt des paroles informatives, des paroles scientifiques, des paroles rationnelles. Et le conte se situe à côté. Après cette conférence d'1h30, je fais un petit grignotage que j'appelle les mets à la bouche. Et ensuite, je fais la troisième partie. C'est un tour de conte, c'est 1 heure de conte que j'appelle les mots à la bouche. C'est ça le manger pour cœur. Et j'étais très heureuse de le faire à Baden. Alors le spectacle que j'ai joué sur la scène de Baden lors du festival s'appelle Ramasseur de modestie. Ramasseur de modestie, c'est un conte, c'est du théâtre musical. Donc je suis seul en scène, il y a un technicien lumière
et son, donc on est deux dans l'équipe. Et Ramasseur de modestie, ça parle de ma vie et de la vie de mes parents. En fait, avec un angle universel, ça parle de tous les parents qui sont partis au loin de chez eux, qui se sont sentis déracinés, qui ont eu la difficulté d'être dans l'illettrisme. Et du coup, ils ont donné vie à des générations d'enfants, comme la mienne. Et le seul kit de survie que mes parents m'ont transmis, c'est l'honnêteté, la droiture. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai tout bien fait comme mes parents l'exigeaient, hein, mais c'est quand même pas mal. L'annexe du bled. Une petite cité avec 3 bâtiments de rien du tout. Enfermée dans un parc grillagé. Et tout autour de nous, porteuse de péniches, avec ses 3 grands bras immenses. Et ce spectacle a été écrit il y a 1 an et demi de ça. On a mis 1 an à l'écrire avec l'aide d'Achille Grimaud, c'est un conteur, qui a écouté mon histoire que je lui racontais. Il l'a enregistré, puis lui allait avec l'enregistreur et un casque l'écouter et le retranscrivait sur ordinateur. Il réécrivait ce que je disais en donnant de la dramaturgie. Et Ramasseur de modestie, ça parle aussi de mon passé, d'un enfant en échec scolaire. Et je me suis réveillé que lorsque je me suis retrouvé en CAP mécanique dans un lycée technique au Mureau. Et là, les cours m'intéressaient vraiment parce que je pouvais réparer les télévisions, je pouvais réparer les moteurs de voiture, je pouvais souder. J'ai appris tout ça. Et ça, c'est super intéressant pour un gars comme moi qui ramassait des télés dans les poubelles et qui pouvait les revendre. Ça parle de ça, Ramasseur de modestie. J'ai gagné ma vie à défricher les poubelles la nuit en région parisienne, à remplir des caves de mon HLM, à réparer et à les revendre sur les stands de brocante. Et ensuite, j'ai été pris dans une audition de théâtre parce que j'étais un petit peu guitariste et à partir de là, je me suis retrouvé musicien pour des compagnies de théâtre avec le théâtre de l'Épée de Bois, des comédiens engagés. Et à partir de là, je suis devenu musicien professionnel. Lycée professionnel Vaucanson, CAP mécanique. Tourneur, fraiseur, ajusteur, CAP mécanique. Chaussures de sécurité, bleu de travail, CAP mécanique. Des vieilles machines recyclées d'usine, CAP mécanique. Et il n'y a pas que des élèves de récup, hein. Il y a des profs de récup aussi. Des anciens ouvriers de l'usine reconvertis dans la fonction publique. Même les pions, c'est de la récup. Attention, le cours commence. Et puis elle regarde aussi un buisson de l'autre côté. C'est un buisson qui tremble un peu. En fait, dans ce buisson-là, il y a Gawain. Gawain, c'est un gamin. Donc Gawain et le berceau de la rivière, c'est un peu comme si c'était un récit qui m'était tombé dans les mains. C'est vraiment un cadeau de la vie. Et ça parle vraiment de la vie. Il a vu cette main sur la poignée. Et sur la main du grand-père, il y avait cette veine saillante. Cette veine. Il a vu le grand-père sortir. Et la porte se refermer. Gawain, il s'est levé en silence. Il a mis la main lui aussi sur la poignée. Et il est sorti sur le chemin derrière le grand-père, discrètement, calmement. Il a suivi, de loin. J'ai toujours aimé les légendes, j'ai toujours aimé les récits. Je me souviens quand je suis venue la première fois en Bretagne, c'était quand j'étais adolescente, j'avais 16 ans. Et je me souviens de ce menhir, de ce géant de pierre, et qu'il y avait un conteur en dessous qui comptait. C'est vraiment mon bébé Gawain, dans le sens où je l'ai porté longtemps. Et il est vraiment nourri à la fois des contes traditionnels, à la fois du merveilleux, à la fois de tout ce en quoi je crois et que je porte. Et aussi, il est nourri de toutes mes rencontres avec l'esprit, les esprits, l'esprit de l'eau, l'esprit de la pierre, l'esprit des forêts, l'esprit du vent, l'esprit de la pluie, du soleil, des étoiles. Et entre ma passion pour la harpe et les légendes, les contes, je trouvais que ça se mariait, que c'était comme une magie qui se créait en fait, quand les deux se caressaient, quand les deux se touchaient. Il y a tout mon côté spirituel en fait, et mon côté animal.
sont réunies dans ce spectacle. En fait, j'aime pas ce mot-là, c'est pas un spectacle. Dans ce récit, voilà, dans cette histoire merveilleuse. La musique réussit à donner quelque chose qu'on ne sent presque pas et qui se marie avec les mots, qui se marie avec la parole et qui permet de faire encore rêver plus, d'emmener encore plus dans un autre monde. Alors, le spectacle que je présente, que j'ai déjà présenté d'ailleurs au Festival de Baden cette année, est le spectacle qui s'appelle Ribine, extérieur, nuit. Ribine, c'est un mot breton qui veut dire les petits chemins de traverse, les petits raccourcis. Et extérieur, nuit, parce que c'est un spectacle qui a été conçu pour l'extérieur et pour la nuit. Alors, à la différence de ce que je disais tout à l'heure, c'est un spectacle qui n'est pas du tout un spectacle de conte philosophique au sens où on l'entend habituellement. C'est un spectacle qui a été bâti à partir de contes tirés de la tradition orale bretonne. Donc on est dans le conte merveilleux. Et j'ai travaillé avec Mona Jaouen, qui est chanteuse bretonne, pur beurre, et qui a apporté en complément à ces histoires, des chants bretons qu'elle tient la plupart de sa famille. Ce sont des chants qui font partie de son répertoire et ce sont des chants qui avaient un lien très fort avec les contes que je raconte, puisque ce sont des histoires qui sont racontées dans ces chants-là. Et puis chaque fois qu'on rejoue ce spectacle-là, le spectacle reste le même, mais on essaye d'adapter les déplacements, nos lieux où on va accueillir le public. On va essayer d'adapter tout ça aux espaces qui nous sont proposés, aux lieux qui nous sont proposés. Donc voilà, chaque fois on est obligé de refaire un calage, des déplacements, des temps d'arrêt, des positionnements de Mona et de moi pour voir ce qui est le plus judicieux. Voilà. On dit chez moi que un homme fort, ce n'est pas celui qui bat sa femme, mais celui qui se bat pour sa femme. Eh bien, ici, à ce festival du conte de Baden, j'ai pratiquement 3 grandes représentations. Et déjà, j'en ai fait deux représentations qui parlent plus du pardon, du vivre ensemble. Et ce soir, c'est-à-dire ce vendredi, il y aura une histoire, une légende qui parle plus du peuple baoulé. Moi, je suis baoulé. Et donc, comment les baoulés sont arrivés en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce peuple-là puisse s'installer au centre de la Côte d'Ivoire? Ça a été l'œuvre d'une dame. Et c'est cette femme-là que je voulais présenter à pratiquement le public français qui ne connaît pas forcément cette légende. Et c'est cette histoire, cette aventure que nous allons partager ce soir. Donc cette semaine, j'étais là pour animer un stage pour découvrir l'art du conteur ou pour faire un petit pas plus loin sur le long chemin des contes, pour aider des personnes à le faire. Et ça a été très agréable pour moi. J'aime beaucoup faire ce genre de formation. C'est toujours très émouvant de voir des personnes avancer. Et là, franchement, j'avais un super groupe de stagiaires. C'était du bonheur.
quand même qu'on a un climat. La vieille soupe qui monte sur le sentier. Alors je présente ici à Baden des spectacles pour jeunes publics, mais pour tout public, j'ai eu envie de jouer Conte de l'arbre qui cache la forêt. On sait que les arbres ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Il y a beaucoup d'arbres dans les contes qui sont des arbres trésors, des arbres mystères, des arbres qui cachent ce qu'ils sont vraiment. Et je pense que les hommes et les femmes sont ainsi aussi. On ne peut pas savoir en regardant quelqu'un ce qu'il cache au fond de lui. J'ai voulu dans ce spectacle faire un parallèle entre ce que les hommes et les femmes montrent et ce qu'ils sont, ainsi que pour les arbres. Alors je parle des arbres, mais c'est bien de vous que je parle. Il faudrait un arbre dont les feuilles puissent aussi être utilisées pour les bêtes. Il faudrait un arbre qui ait des racines si profondes qu'il retienne la terre sur les pentes des collines. Le titre c'est L'autre moi. En fait l'autre moi, je ne l'ai pas appelé comme étant un spectacle, je l'ai plutôt appelé comme étant, je l'ai appelé partage de paroles. Ça veut dire que j'ai voulu, après pratiquement 2 décennies de pratique de conte en tant que métier, j'ai voulu partager un pan de ma vie, un pan de mon histoire, de ma famille. C'était beaucoup plus intime. Faire, montrer, dire aux gens ce qui a fait que j'arrive au conte et ce qui a fait que je raconte aujourd'hui et pourquoi je raconte des histoires et pourquoi j'en ai fait mon métier. Mais c'est de fil en aiguille, en fait, le subconscient me l'a refoulé beaucoup d'années plus tard. Comme quoi le subconscient est têtu, il y a des souvenirs parfois enfouis depuis tout petit, plus on grandit, on découvre certaines choses et puis peut-être qu'on se découvre certains talents cachés ou certaines potentialités qu'on avait sans le savoir. Voilà. Je suis Abdo Fortuné Kumba. En fait, Abdo et Fortuné, ça ne veut rien dire. Abdo ne veut rien dire chez moi. Fortuné, c'est chez vous que ça veut dire quelque chose. Chez moi, ça ne veut rien dire. Qui on dit qu'on devait écrire Kumba. En fait, ça s'appelle Kouvas, celui qui est né après les jumeaux. Vous allez vous dire que je suis né après les jumeaux. Non, non, non. On t'aime Kouling. Ça veut dire que je suis Kumba, fils de Kumba, petit-fils de Boulingui et arrière-petit-fils de Ngodjo. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'engager dans une voie comme la mienne, c'est de créer des spectacles avec pas beaucoup de matos. Si vous voyez Ramasseur de modestie, vous comprendrez pourquoi. Je lui dirais de trouver des opportunités pour compter. À l'anniversaire d'un copain, pour la naissance d'un petit-neveu, pour le mariage
d'amis. Non, mais sinon ça c'est une blague. Sinon le conseil c'est si tu veux devenir artiste, danseur, chanteur, musicien, etc., eh ben, il faut vraiment le travailler, faire ça avec le cœur. Et il faut oublier tout ce qui est, évidemment, ce sont des conseils de base, mais star, comme il y a beaucoup de jeunes, est-ce que tu es connu sur la planète, etc. Il faut oublier tout ça. Même si c'était un moteur quand j'étais jeune, je voulais être connu quand j'étais petit. Mais c'est surtout d'être... de se dire, tiens, je vais piloter ma vie et je vais en faire même mon travail de ma vie. Il y a toujours un conte qui va être là pour être saisi et que j'appelle le conte pile-poil. Ça, ce serait le premier conseil. C'est un choix de vie et c'est une qualité de vie. Je considère que c'est une chance, même si voilà, je gagne la plupart du temps moins d'un SMIC, c'est une chance que de vivre comme ça pour moi. Voilà. S'intéresser naturellement aux histoires. Et je dirais, pour devenir conteur, faut aimer rencontrer des gens. Faut pas seulement qu'aimer parler, faut vraiment aimer à donner aux gens, à vouloir les transporter, à les faire voyager. Je suis sûre qu'en chacun de nous, il y a un art qui nous est propre pour nous exprimer. Il faut le trouver, il faut chercher. Ça peut être la sculpture, la peinture, la danse, la musique, le conte. Il faut chercher l'art qui permettra d'exprimer vraiment ce que vous avez au fond de vous. Vraiment, si tu es paresseux, c'est pas la peine. Parce qu'il faut beaucoup travailler. Il faut être tout le temps en communion avec les livres, les spectacles. Il faut beaucoup apprendre. Et puis la deuxième chose que je dirais, c'est que le conte, comme tous les arts, demande énormément de travail. Et on peut faire le parallèle avec le violon ou le patin à glace. C'est pas parce qu'on aura fait 6 mois de violon qu'on pourra faire un spectacle. Non, il faut avoir travaillé, fait ses gammes pour raconter c'est pareil. Il faut raconter. Faites la fête, cultivez la joie. Parce que quoi qu'on raconte, la joie, je crois que c'est le moteur principal. Et c'est pas de faire la joie, c'est d'être la joie, de devenir la joie. Et quand on devient la joie, je crois que naturellement, il y a plein de choses qui s'épurent. Et le travail, il se fait. Ne pas rester dans le mental, dans le cérébral, dans le psychologique, mais de visualiser au maximum son histoire pour qu'il déclenche un cinéma dans la tête de ceux qui l'écoutent. Et puis être conteur, c'est pas seulement connaître des histoires, c'est avoir un répertoire qui vous soit propre. Et puis c'est travailler aussi tout ce qui est de comment transmettre ces histoires qui vous font vibrer. Alors c'est un travail du visage, des mains, de la posture, de la voix. Il y a énormément de travail derrière tout ça. Qu'est-ce que je dirais ? De fréquenter ses rêves, d'y croire. Quand j'ai commencé, j'ai rencontré un vieux conteur qui s'appelait Jude Le Paboul, que je considère comme mon maître de parole. Jude, il m'a donné quelques enseignements, quelques choses que je trouve fondamentales. Il a dit, Michel, quand on compte, on est des montreurs d'images. Et quand on compte, ce n'est pas le conte qui est au service du conteur, c'est le conteur qui est au service du conte. Il faut apprendre avec le cœur avant d'apprendre avec l'esprit. Donc il faut toujours suivre son cœur. C'est la même chose pour le répertoire, pour ce que l'on veut faire comme genre de musique. Il faut suivre avant tout son cœur, parce que la musique, ça doit passer par le ventre, ça doit passer par le cœur, et par l'âme, avant de passer par le raisonnement. Ne pas hésiter à s'ouvrir à d'autres disciplines, parce que c'est un enrichissement énorme. Si les gens ont envie d'essayer quelque chose de différent, qu'ils y aillent, je crois que c'est bien d'essayer. Je pense que chacun de nous finit par se découvrir. On peut se découvrir quand on a 10 ans, on peut se découvrir juste 1 an avant de quitter cette terre, on peut se découvrir, et peut-être même pas qu'on se découvrira aussi. On ne perd rien à aller voir ailleurs, ça ne peut être qu'un enrichissement. Il faut faire ce qu'on aime.
tant qu'on le fait avec amour, avec passion et surtout avec sincérité, je pense que c'est la meilleure des choses. Et puis, je dirais aux jeunes conteurs qu'ils se régalent et puis qu'ils fassent son chemin. Les contes ont tellement de choses à nous dire. Et moi, ça sera vraiment intéressant que je vois des filles, des femmes qui racontent, parce qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de femmes qui racontent. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas une dizaine de femmes qui racontent. Et donc, j'incite vraiment toutes les femmes, les filles qui aimeraient faire le conte à beaucoup se donner, à beaucoup travailler, à persévérer surtout dans le travail et à être beaucoup humble. Voilà. Soyez en santé et soyez bon pour le public. Comme ça, vous allez faire ça longtemps. Raconter, c'est pas difficile. Raconter en professionnel, là, ça devient plus compliqué. Mais c'est possible. Vous pouvez tous le devenir si c'est ce que vous êtes au fond de vous, un conteur ou une conteuse. C'est-à-dire que c'est différent d'un spectacle de théâtre. On n'incarne pas un rôle, on est nous-mêmes. Et c'est comme si on racontait une histoire qui sortait directement de nos tripes, même si c'est une histoire aussi connue que le Petit Chaperon Rouge ou n'importe quoi. Il faut qu'on se l'approprie, il faut que ce soit notre histoire à nous, avant de pouvoir la partager avec un public, de lui faire voir et de le faire rêver. Laissez-vous porter par les rêves, parce que c'est en laissant vous porter par vos rêves que vous arriverez aussi à faire rêver les personnes qui vous écoutent. Pour ça, ça n'a pas de prix, ça. De nourrir son jardin intérieur. Parce que c'est là qu'on a de belles parties à l'intérieur de nous. Et les contes vont nourrir ce jardin intérieur. Et peut-être que ça serait de jamais lâcher le fil de la merveille. Après, de toute façon, c'est plein d'écueils comme n'importe quel chemin qu'on suit. Mais c'est bon d'écouter ses désirs et ses envies, parce que s'ils sont là et qu'ils nous appellent, faut essayer. Il y a une phrase à propos des remords ou des regrets. Ce serait dommage de ne pas essayer, parce que c'est des belles missions. Ce qui est le plus important, c'est d'être soi et de mettre l'humain au centre. C'est de ce partage-là, ce partage de paroles, ce partage avec les autres. Ça, c'est le plus important. Et après, peut-être qu'un autre conseil, c'est de ne pas écouter les conseils qu'on donne. Donc peut-être même pas le mien, voilà. Là où on pose ses pieds, il faut qu'il y ait toujours la passion. Il ne faut pas que ça sente la mauvaise route, sinon il faut recommencer, c'est un conseil. Voilà, travailler avec le cœur et la foi. Eh bien moi, je dirais une chose, voilà. C'est que quoi qu'il arrive, et quel que soit le chemin qu'on va prendre, ça va être un chemin compliqué. Alors autant aller dans une direction qui nous plaît. Voilà, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Donc il ne faut pas tarder.